Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un plaisir de vous accueillir pour cette deuxième rencontre avec Nathalie Dessay, qui est donc notre titulaire de la chaire des arts du vivant de la Maison des Arts et de la Création. Nous sommes ravis de vous accueillir de nouveau ici avec l'un de vos complices que vous avez proposé d'inviter. Cher Philippe Cassard, bienvenue à Sciences Po. Merci beaucoup de votre temps et de cet échange qui va suivre. Nous serons vraiment très, très intéressés d'entendre ce dialogue entre vous deux après l'avoir. Je suis sûre que dans la salle, plusieurs d'entre vous l'ont déjà entendu musicalement. Donc là, maintenant, on l'entend aussi avec une nouvelle chef d'orchestre qui est Natacha Valla, doyenne de l'école de management et de l'impact de Sciences Po, musicienne également, et qui nous a fait l'amitié d'animer cet échange aujourd'hui. Un très grand merci. Je vous souhaite une belle soirée en sachant que nous avons une prochaine rencontre avec Nathalie le 12 novembre à 17h30 aussi. Et donc, vous êtes bien évidemment toutes et tous bienvenus. Et vous savez que ces événements de la Maison des Arts sont ouverts au public externe. Nous ouvrons les portes de Sciences Po grâce à l'art et puis les portes de l'imaginaire et des inspirations grâce à vous. Merci encore à tous les trois et belle soirée. Merci Delphine, bienvenue à tous, bienvenue à nos invités. Je suis ravie de pouvoir animer, mon rôle sera le plus minimal possible puisque c'est vraiment vous qu'on est venu écouter et qui allait nourrir finalement cet échange avec les étudiants. Donc on commence par une séquence un peu sur la forme d'un trilogue, enfin d'un dialogue. Et puis ensuite, je vous encourage, vous avez sans doute déjà des questions, mais il y aura un temps d'échange avec vous sur les questions que vous pouvez déjà avoir ou qui vont émerger au cours de la séance. Donc, je ne suis pas sûre de devoir présenter nos invités aujourd'hui puisque ce sont deux personnalités. Alors, j'aurais pu dire deux artistes, j'aurais pu dire plus spécifiquement une soprano, la plus grande française, un pianiste, un des plus grands français aussi. Donc, vous le savez, vous les connaissez. Ils sont aussi très très actifs dans le partage en dehors même de la performance musicale, puisque si vous faites podcast Cassard ou podcast Dessay, vous trouvez plein de contributions. Et je vous invite aussi à vous familiariser avec ça. J'aime beaucoup quand même le lien avec le chant lyrique, le lien avec le répertoire français, puisque c'est un peu un thème qui vous lie, un thème qui aussi sceller votre collaboration récente. Donc voilà, sur les quelques idées qu'on a pu échanger pour structurer notre échange aujourd'hui, la première peut-être, puisque vous êtes des étudiants, vous avez été des étudiants, des enfants face à la musique, face à quelque chose qui, en France en tout cas, est présenté comme en plus de l'école ou à côté de. Voilà, si vous aviez deux idées ou trois sentiments, trois souvenirs à conserver de cette période où finalement on a sans doute dû vous demander d'être doublement performant, ou qu'est-ce que vous en retirez et quels sont les bons souvenirs et les... Non, parce que moi j'ai pas fait d'études de musique quasiment, donc justement. C'est-à-dire que le chant ça se commence tard, donc en fait je vais laisser Philippe parler parce que lui il a passé toute sa vie d'enfant, d'adolescent, de jeune homme, d'homme plus âgé et plus mûr, à faire de la musique. Donc lui il est tombé dedans quand il était petit, un petit peu comme Obélix était tombé dans la potion magique. Merci. Oui, alors moi c'est tout simple, c'est que j'ai commencé le piano, j'avais 5 ans et demi et je m'en souviens comme si c'était hier. C'est des souvenirs très très précis pour moi. Donc pour faire un peu anecdotique, mais pour montrer comment les choses se cristallisent, l'institutrice de la maternelle où j'étais a conseillé à mes parents de me faire apprendre un instrument de musique parce que je chantais juste. J'avais une petite voix de soprano comme tous les enfants et que je chantais beaucoup. Et moi, je viens d'une famille d'enseignants, favorable à la musique, un peu mélomane, mais pas plus que ça. Et puis ils étaient jeunes, mes parents, quand je suis né. Donc j'avais un petit voisin de palier qui apprenait le piano.
Quand j'allais chez lui, je tapotais sur le piano, donc j'avais 5 ans, enfin quelque chose comme ça, 4 ans et demi, 5 ans. Et donc c'est comme ça, mes parents ont demandé chez qui il apprenait le piano. Les parents de ce petit garçon lui ont donné le nom et l'adresse d'une dame qui m'a commencé tout simplement au piano. Et je me souviens très très bien des premiers cours, parce que les premiers cours, les 2 ou 3 premières leçons, qui devaient durer 30 minutes, je pense, c'était d'apprendre déjà à lire les notes en clé de sol, en clé de fa, parce que nous, on a Donc deux c'était clés. quand même la rue d'école, parce qu'il y a plusieurs... Mais tellement rude que, enfin, elle était très bien, cette dame, mais il fallait, avant de poser les mains sur le piano, sans savoir quelles notes on jouait, il fallait les repérer sur la portée, enfin voilà, les choses tout à fait académiques, mais absolument indispensables. Et donc, au bout de 3 leçons de ce genre-là, j'ai piqué une crise devant ma mère. Donc, j'avais 5 ans et demi. Je me suis roulé en boule sur le tapis. Enfin, j'ai explosé de colère, comme un petit garçon peut le faire. Et en disant, je veux jouer du piano, je veux jouer du piano. Ça ne m'intéresse pas, moi, je veux jouer du piano. Donc, la leçon suivante, j'ai effectivement fini par poser les mains sur le piano et je ne les ai plus, le clavier ne m'a plus quitté. Et donc, ensuite, ça a été un parcours, tout ce qu'il y a de plus, on va dire, normal en France. Donc j'ai pris 3 ans de cours privés avec cette dame. Ensuite, je suis rentré au conservatoire de Besançon. À l'époque, c'était tout juste créé, les CHAM, les classes à horaires aménagés. Ça, c'était, vous connaissez sans doute. Voilà, c'est début des années 70, vraiment, créé par Marcel Landowski et Jacques Duhamel, le ministre de la Culture de Pompidou. Et ça a complètement révolutionné, chamboulé le paysage de l'éducation musicale en France, puisque le matin, on allait au collège ou au lycée pour les plus avancés, et l'après-midi, 3 fois par semaine, on allait au conservatoire où on avait des cours d'instruments, celui qu'on pratiquait, mais aussi de chant choral, d'histoire de la musique, de solfège. Enfin, c'était une formation absolument complète. Donc j'y ai passé 3 ans, et puis ensuite j'ai continué ici au Conservatoire de Paris, puis je suis parti en Autriche 2 ans, un peu plus de 2 ans, à Vienne. Et puis voilà, ensuite, les choses se sont accélérées et c'est mon métier. On voit que les lieux d'excellence sont... Parce que ce sont encore les mêmes. Quand vous regardez les classements des institutions ou des lieux de formation pour les artistes, les musiciens en particulier, ça reste le Conservatoire de Paris, la Hochschule de Vienne, et puis 1 ou 2 écoles en Roumanie qui sont aussi dans le... Donc ça, c'est très... Vous, c'est plus tard, c'est vraiment plus tard. Oui, moi, c'est beaucoup plus tard, parce que j'ai découvert que j'avais une voix, j'avais 20 ans, donc... j'ai dû apprendre un peu sur le tas. Et en fait, moi, j'ai fait peu d'institutions. Je ne sais pas pourquoi, moi qui suis si disciplinée. Non, mais c'est vrai, je dis ça sans aucune ironie. Je suis un excellent petit soldat. Je suis parfaitement formatée pour l'école, pour les institutions. Et en fait, en chant, je n'en ai pas fait. J'ai appris en privé. Et donc, j'avais coutume de dire que pour être chanteur opéra, il faut avoir des parents fortunés. Ce que je ne suis pas loin de toujours croire. C'est un autre sujet. On va aborder ça au niveau des politiques publiques autour de l'apprentissage des arts. Mais c'est rassurant de voir qu'on peut avoir différents parcours et que finalement, vous avez dû faire les bonnes rencontres au départ quand même. Ça, c'est essentiel, non? La rencontre avec un professeur? Oui, alors si je vous dis que j'ai commencé à apprendre le chant avec une bouchère charcutière... ce ne serait pas très crédible. Eh bien, c'est pourtant la vérité. Eh bien, c'est la vérité. Quelqu'un qui n'avait jamais enseigné, qui n'avait même jamais chanté professionnellement. Elle avait été un peu dans les chœurs quand elle était jeune, mais quand elle s'était mariée, à l'époque, le mari lui avait dit la gaudriole, c'est fini, tu viens avec moi à la boucherie-charcuterie. Et à l'époque, on ne disait pas non. Donc voilà. Donc elle était toujours dans ce regret. Et je l'ai rencontrée parce que je devais prendre des leçons de piano, en fait. Et rapidement, on a convenu, elle et moi, que ce n'était pas une bonne idée. Et donc, elle a commencé à m'enseigner le chant, mais tout à fait par hasard. Moi, je n'étais pas venue pour ça. En fait, ma vie est une suite de hasards étranges. Mais que vous avez cultivé. Oui, mais c'est-à-dire qu'une fois qu'on est mis sur un chemin, on prend ce chemin quand on pense que c'est le bon. Mais je n'étais pas du tout partie pour ça. Moi, je voulais devenir danseuse étoile. Après, quand j'ai su que je ne pourrais pas, je me suis dit, je vais devenir comédienne. Et puis, finalement, c'est par le biais du théâtre, plus ou moins, que je suis arrivée au chant. Ce qui est très encourageant. Vous avez des parcours, en fait, finalement, qui illustrent
les possibilités sont multiples pour arriver à l'excellence, pour arriver au succès aussi. Et puis un succès qui dure, c'est-à-dire une longévité, une trajectoire de carrière. Je ne vais pas vous lancer sur vos carrières parce que ça va être un peu subliminal et puis il y a d'autres éléments. Peut-être un premier point après ce propos liminaire sur la question du... Alors, j'ai presque envie de voler tout de suite un mot que vous m'avez donné quand on s'est parlé pour présenter cette soirée. C'est la question de la muséalité de l'art lyrique. Est-ce que... Mais ça, c'est essentiel. Est-ce que... Oui, mais ça, c'est mon avis. Mais je ne suis pas représentative, en fait, des chanteurs d'opéra. Précisément parce que, d'abord, je me suis échappée. Ça fait maintenant plus de 10 ans que je me suis échappée de ce monde, qui m'a beaucoup donné, mais qui m'a aussi beaucoup pris. Et je pense que en fait, je ne suis pas la bonne personne pour parler d'opéra. Vous pouvez repartir. Non, c'est-à-dire que je ne suis pas la bonne personne parce que, bien que je trouve que ce soit un art assez extraordinaire, j'ai perdu la foi dans cet art. Mais ça, c'est très personnel, hein. Et c'est pour ça que j'ai arrêté de chanter de l'opéra, d'ailleurs. Ça veut dire que vous l'avez eu, la foi? Ah oui, oui, je pense que j'ai cru pendant longtemps qu'on pouvait faire du théâtre à l'opéra, ce qui n'est pas vrai, en fait. Enfin, c'est une certaine forme d'opéra, mais c'est toujours la même, et qui m'intéresse plus beaucoup. Voilà. Une forme scénique, vous voulez dire? Oui, c'est-à-dire que... c'est pas du tout, on n'est pas du tout dans les mots. Enfin, on est, pour avoir fait du théâtre donc par la suite, comment dire ça? On est dans quelque chose de très stéréotypé, de très exagéré, parce qu'il faut que les choses se voient de loin. Et d'ailleurs, j'ai fait une expérience étonnante, je sais pas. J'ai fait une expérience quand j'étais au Metropolitan de New York, avec Lucia, qui est un des rôles qui a marqué ma carrière. C'est là que je vous ai vu pour la première fois. À Bastille. Vous avez payé pour avoir un ticket. Mais à Bastille, c'était, non? Dans la mise en scène de Serban? Ah, au Met? Un soir, j'ai décidé que j'allais jouer comme si j'étais au théâtre et non pas à l'opéra. Ça a été un flop terrible. Concrètement sur scène, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire ne pas faire grand-chose. Ça voulait dire presque ne pas bouger, être uniquement dans le texte, et être beaucoup plus j'aime pas ce mot, mais naturel. Mais j'aime pas beaucoup ce mot parce qu'on n'est jamais naturel quand on est sur scène, mais être beaucoup plus normal en tout cas par rapport à une situation donnée. Mais ça marche pas à l'opéra. Donc, bon, c'était pas le bon endroit pour faire cette expérience, mais au moins ça m'a permis de savoir que c'est pas ce que je voulais faire, que c'est plus ce que je voulais faire en tout cas. Et de fait, Philippe, sur cette forme de performance et la place de la performance sur scène, dans un monde où la technologie a quand même beaucoup évolué, on a des microphones, on a des possibilités d'enregistrement, de perfectionnement de l'enregistrement, et un public qui, petit à petit, avec les générations qui avancent, s'habitue à un certain confort d'écoute, à une certaine forme de perfection. Pour vous, et ce sera en complément de ce que nous dit Nathalie, est-ce que ça doit être quelque chose qui s'impose? Est-ce que la scène, c'est quelque chose d'hier, finalement? Ah non, pas du tout. Ah non, plus que jamais, je dirais, presque jusqu'à la provocation. Enfin, on est les derniers des Mohicans, les musiciens dits classiques. Mais il faut en être très fier, il faut en tirer toute la beauté. Enfin, je cite toujours cet exemple qu'un jour je me suis trouvé à la Philharmonie de Berlin, qui est une salle gigantesque, fait 2500 places, avec une architecture très particulière, c'est-à-dire pas du tout un théâtre à l'italienne ou un gradin, c'est des tas d'endroits comme ça qui constituent la salle. Et j'ai entendu un violoniste tout seul jouer en bis, après avoir joué un concerto avec orchestre, qui a joué une sarabande d'une sonate de Bach sur son Stradivarius, avec un silence absolument total, absolu,
Ça devait pas être le moindre des violonistes. Non, c'était pas non plus le plus connu. Non, pas du tout. Mais ça n'a rien à voir d'ailleurs. On peut avoir un immense charisme et un talent extraordinaire à 20 ans, ensuite qui ne demande qu'à mûrir et à mûrir, à se patiner avec les années. Mais non, en l'occurrence, c'était un jeune violoniste et c'était incroyable. C'est-à-dire, là, j'ai eu la preuve, alors que je donne des concerts depuis toujours, que cette chose-là, elle est peut-être en voie de disparition simplement par le nombre, c'est-à-dire par la comparaison numérique avec tout le reste des musiques qui sont toutes maintenant électroniques ou qui passent par un travail acoustique, de sonorisation, etc., etc. On est les seuls, avec les comédiens de théâtre d'ailleurs, à être dans ce qu'on appelle l'acoustique uniquement. Et je trouve, et moi, bon, alors c'est mon métier, mais entendre dans une salle de concert sur un même piano à 3 ou 4 soirées avec 3 ou 4 pianistes différents, avoir sur ce même piano un son différent, eh bien, il n'y a que l'acoustique qui peut vous procurer cette émotion. Et les mélomanes qui vont au concert, qui aiment la musique, le perçoivent également. Chacun à sa manière, mais chacun le perçoit. Et cette émotion-là, qui est vraiment, pour moi, tellement rare, tellement précieuse, il faut absolument la garder. Et il n'y a aucune idée de musée, pour moi. Quand on dit toujours « Ah, mais le public, c'est des têtes blanches, etc. » Mais c'est une foutaise. Ça fait 50 ans que j'en vois, moi, des têtes blanches au concert. Donc ça veut bien dire que les gens d'il y a 50 ans, ils sont morts depuis longtemps. Vous aurez donc des têtes blanches d'ici voilà. 20-30 ans. Non, ça, on pourra en parler, si vous voulez, dans la discussion. C'est le renouvellement du public se fait. Ça, c'est une bonne nouvelle, parce que très on veut bonne nous faire nouvelle. croire quand même, et quand on viendra aux questions de politique publique, c'est aussi un peu un des arguments qui pousse à dire l'argent, il faut le mettre ailleurs, etc. S'il y a ce degré d'optimisme sur la persistance de ce noyau mélomane et de ce noyau attaché à cet art performatif, alors c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais ça va peut-être surprendre beaucoup d'entre vous, mais il y a eu des calculs qui ont été faits il y a 4 ou 5 ans. Il y a eu une étude qui est sortie sur le nombre de personnes qui vont tous les soirs en France, c'est-à-dire à Paris, mais pas seulement, dans toutes les régions, en France, à des concerts de musique dite classique, c'est-à-dire le simple récital de piano jusqu'à l'opéra, en passant par l'orchestre, la musique de chambre. Ouais, là, mon micro, il est en train de péricliter. Eh bien, en France, chaque soir, il y a davantage de public qui va à ce type de concert que de public qui va écouter des musiques pop, rock, de variété, etc. C'est quand même incroyable. La différence n'est pas énorme, mais elle est là. Donc pourquoi serais-je pessimiste ? On peut par contre discuter effectivement des politiques publiques, mais moi je ne suis pas du tout pessimiste. Il y a un homme en France qui s'appelle René Martin, qui organise en France 3500 concerts par an. 3500, c'est pas 150. Il organise la folle journée à Nantes, qui fait venir 150 000 personnes en 4 jours, dans 15 salles différentes. Il organise la folle journée en région Bretagne. Il organise un festival d'art sacré au Mont-Saint-Michel, le festival de piano de la Roque d'Enterron, qui a maintenant plus de 40 ans d'existence, qui est un des plus grands festivals de piano au monde, etc., etc., etc. Et je pourrais comme ça égrener ce type d'événement. Donc ça veut dire que la musique classique reste vivante. Il suffit par contre que les musiciens aussi se mobilisent pour la laisser vivre, pour la garder vivante. Et peut-être que le format très, très classique du concert peut être redéfini, changé, varié, que les musiciens peuvent aller aussi plus vers le public. Et ça, maintenant, ça se fait. Moi, quand on me demande de parler au public pour présenter un programme, je le fais très, très volontiers. Et vous le faites très bien. Nathalie, pour vous, les nouvelles formes, ou ces formes un peu différentes, en tout cas différentes de l'opéra le problème des formes différentes, comme vous dites, c'est que c'est le son. Parce que nous, alors, autant au théâtre, on peut faire du théâtre absolument n'importe où, autant l'opéra, c'est pas possible. Pour une question d'acoustique, pour une question d'orchestre, pour une question de rendu, tout simplement. Pareil pour un récital piano-voix. On ne peut pas donner un récital piano-voix dans la rue. Ça n'a... Oui, mais il y avait une acoustique, il y avait un mur, il y avait quelque chose qui permettait
de faire en sorte qu'acoustiquement, ça marche. C'est un Et à travail. partir du moment où on fait de la musique classique dans des jardins, par exemple, ou je ne sais pas quoi, ou à Hollywood Bowl, ou je ne sais pas où, et qu'on la sonorise, je trouve qu'on la dévoie. Donc ça demande quand même, c'est très ambigu finalement, entre l'intervention technique pour permettre, pour rendre possible, et puis la spontanéité et l'immédiateté de la performance sur scène. C'est-à-dire que c'est difficile pour nous. Alors, j'approuve totalement ce que dit Nathalie. Hein, évidemment, l'opéra et la voix, c'est tellement spécial. On a eu des expériences, on a essayé dans un jardin, il n'y a pas encore si longtemps, dans une rue, on en a parlé. Bon. C'est-à-dire que nous, la contradiction ou la difficulté pour nous, c'est d'admettre qu'il peut y avoir des représentations d'opéra sonorisées, comme ça se passe tous les étés. À Orange, est-ce qu'ils sont sonorisés? Non. Mais enfin, il y a... Pardon? Non, mais enfin, il y a des opéras qui sont mis en plein air. Vérone, peut-être, les arènes de Vérone. Donc, on ne peut pas être contre... On peut pas être contre le fait que de faire venir le public. On se dit toujours, ce public-là, peut-être qu'il ira ensuite dans une salle de concert, dans un théâtre, pour écouter un récital de piano ou un récital de chant. Peut-être qu'il fera sa démarche. Donc rien n'est perdu. Moi, je condamne pas. Il y a une seule chose c'est la vulgarité, la démagogie. Dans des spectacles dits grand public, où en fait on offre du sous leader price à un public qui est censé découvrir un opéra. Bon, mais à part ça, moi, je trouve que toutes les expériences sont bonnes pour garder ce public et pour le renouveler. C'est quand même très, très optimiste parce que ça permet la créativité sur la forme et puis de savoir qu'on a cette relève dans le public. Alors, on a parlé beaucoup du public. On n'a pas encore beaucoup parlé de l'artiste, enfin des personnes qui sont sur scène, qui ont construit leur vie autour de ce métier. Et de plus en plus, alors, nous recevions Alexander Neff il y a quelques semaines ici, et puis il a parlé de beaucoup de choses, c'était vraiment passionnant, dont un élément, on parlait des orchestres à Paris, beaucoup d'orchestres à Paris, selon certains politiques, voilà, il faudrait peut-être... Il dit, mais nous, on a un avantage comparatif auprès des artistes, c'est qu'on ne voyage pas, on n'a pas de tournée, et on a de plus en plus de musiciens qui ont envie d'avoir une vie de famille, qui ont envie d'avoir un jour le week-end, peut-être pas deux, parce que c'est vrai que c'est là que les gens vont le plus... Mais voilà, qui est une compatibilité entre la vie de musicien sur scène et puis la vie telle que des profils plus standardisés dans la société peuvent développer. Est-ce que pour vous, cette tension entre vie professionnelle et vie privée, et je lirai ça peut-être aussi à la question de la santé mentale, puisque c'est un sujet qui nous occupe beaucoup ici à Sciences Po. Mais quel est votre point de vue très personnel là-dessus? Et puis comment vous avez percevé les choses? Est-ce qu'elles ont évolué? Est-ce qu'il y a des efforts? Est-ce qu'il y a des choses qui sont... Voilà. Le propre d'un soliste, aussi bien instrumental que vocal, c'est quand même de voyager. Nous, on ne peut pas être attaché à une maison, en tout cas en France. Il n'y a pas de troupe, comme en Allemagne, par exemple. En Allemagne, ce n'est pas le cas, c'est ça. Oui, en Allemagne, il y a beaucoup d'opéras, beaucoup de petits opéras aussi, et chacun a sa troupe de chanteurs attachés à la maison. Voilà. Nous, on n'a pas ça en France, donc... quand on veut faire ce métier de chanteur d'opéra, on est obligé de voyager. Et donc, je n'ai pas beaucoup vu mes enfants quand ils étaient petits. Bon, ils ne semblent pas m'en tenir rigueur, puisqu'ils sont devenus musiciens tous les deux. Mais je ne sais pas par quel miracle on a réussi ça, à ce qu'ils ne soient pas fâchés d'avoir vécu un peu seuls. Par procuration, mais ça veut dire aussi que vous avez réussi à faire en sorte que ce modèle-là vous permette d'avoir la carrière qui est la vôtre et puis d'avoir quand même de développer une vie personnelle, une vie familiale qui soit équilibrée. Il n'y a pas de normes dans l'équilibre. Oui, mais après, j'ai pas de recette. Je ne sais pas comment font les autres. Je sais que parmi mes collègues, il y a beaucoup de couples qui explosent en vol.
Et en même temps, il y a aussi beaucoup de familles, beaucoup de collègues à moi qui ont des enfants et qui s'en occupent bien. Donc voilà, tout est possible, toutes les configurations sont possibles, mais c'est quand même compliqué. Qu'est-ce que vous en pensez, Philippe ? Alors, ce que Nathalie ne précise pas, et ce que je vais faire pour toi, c'est que la notion du voyage, elle est différente entre un pianiste soliste, on va dire, et un chanteur ou une chanteuse. Parce que quand Nathalie dit qu'elle voyage, en fait, elle est invitée dans une production au Metropolitan Opera de New York. Ça va durer 2 mois. C'est-à-dire 2 mois sans revenir, hein, ou à peu près, je pense, sans revenir. Et puis donc, après, il y a peut-être une semaine où elle va pouvoir revenir voir ses enfants, son mari, et puis elle va repartir 2 autres mois, cette fois, je ne sais pas, à la Scala de Milan. Alors peut-être que là, les échanges entre Paris et Milan sur un long week-end, pendant les répétitions, ça c'est faisable. Mais voilà, c'est ça la vie d'une chanteuse d'opéra. Et aujourd'hui encore, hein, ça n'a pas changé, ça a toujours été ça. Donc la vie de famille est beaucoup plus difficile, à mon avis, que la nôtre. Alors on peut partir, nous, les pianistes, les violonistes, on peut partir en tournée, mais c'est d'abord une tournée de 2 mois, c'est rarissime. Une tournée, ça dure 10 jours, allez, on va dire 2 semaines, éventuellement 3, quand on part très très loin, au Japon, en Australie. On rentabilise la tournée, donc on fait, voilà. Mais les concerts, c'est des sauts de puce. La plupart du temps, on va dans la ville, on peut prendre l'avion ou le train, si c'est en France ou pas très loin de la France, et puis on revient le lendemain. S'il y a 2 concerts, on reste 4 jours au lieu de rester 2, mais c'est très très court. Donc ça peut alors, par contre, être extrêmement... il peut y avoir beaucoup de sauts de puce. Il y a des pianistes, moi je suis physiquement absolument pas capable de soutenir cette cadence, mais je connais des collègues, au demeurant très estimables, qui peuvent donner 150 concerts par an, c'est-à-dire quasiment un tous les 2 jours. Ça, j'en suis absolument incapable, parce que la seule année dans ma vie de musicien où j'ai dépassé 60 concerts, en année civile, de janvier à décembre, j'ai été dans un état de fatigue et d'épuisement absolu. Donc moi, quand j'ai 40 concerts, c'est très très bien pour moi. Mais je connais des collègues qui sont capables, oui, de largement 3 fois plus. Une année sabbatique, c'est possible pour un mais oui, bien sûr. On en voit J'en connais, bien sûr. Alors ils disent 1 an, mais à la fin, c'est 6 mois. Hein. Mais de fait, vous êtes tous les deux un peu atypiques, parce que vous êtes artiste, mais vous êtes aussi dans le partage. Vous ne faites pas que chanter ou jouer du piano. Vous parlez de ce que vous faites. C'est-à-dire, moi, j'ai une émission à France Musique. Cette année, je fête mes 20 ans de radio à France Musique avec une émission hebdomadaire. Donc, je vais terminer ma 2e émission après 10 années. Samson François, la dernière. Ah oui, oui. Donc, j'aurais, au bout de 20 ans, fait à peu près 800 et quelques émissions, 860 émissions. Plus quoi ? Ah oui, et puis c'est vrai que Nathalie avait été engagée il y a 10 ans à peu près, enfin un petit peu, oui, en 2015-2016 à remplacer Frédéric Lodéon sur France Inter tous les jours, du lundi au vendredi. Ce qui n'a pas dû être une mince affaire pour le coup. Oui, oui. Jamais plus, c'est ça ? Et je dois dire que le salut nous est venu de la fameuse grande grève de Radio France pendant l'hiver 2015 ou 2016, printemps 2016. 3 semaines de grève. On n'en pouvait plus parce que on travaillait ensemble sur cette émission, sur le programme, les textes, à lire entre les œuvres. J'en pouvais plus, moi. Moi qui ai une petite chronique de 3 minutes tous les matins sur Radio Classique, non, c'est très dur. Suis aussi dans l'esprit, mais pourquoi ? Très dur. Que si j'allais faire non, pas de quotidienne. Jamais de quotidienne. Mais ça apporte quand même quelque chose. Ce que je veux moi, dire j'ai appris plein de choses, oui. Vous avez trouvé une complémentarité. Et quelle est-elle, cette complémentarité ? Parce qu'il y a des artistes qui, finalement, restent dans leur exercice strict. Moi, j'avais envie de parler dans le poste, déjà. Je voulais savoir ce que ça faisait, parce que moi, j'aime beaucoup la radio, je l'écoute sans arrêt. Donc, je voulais savoir ce que c'était que d'être de l'autre côté. Donc, j'ai appris beaucoup de choses, techniquement, par exemple, comment on construit l'émission, comment on parle, comment on s'éloigne. On essaye de s'éloigner un peu de son papier, comment on essaye aussi d'être plus soi-même tout en étant extrêmement précis et en parlant d'une manière très déliée quand on n'a pas l'habitude. Enfin bon.
Et puis j'ai appris plein de choses sur la musique aussi, parce que j'ai dû faire des recherches, écouter beaucoup de musique. Et alors moi, je ne sais pas travailler autrement que par thème. Donc on faisait des thèmes comme ça. Je ne sais pas, là, l'automne par exemple. Toute la semaine, c'était sur l'automne. Alors là, il y a plein de choses à découvrir ou à redécouvrir. Et c'était très amusant en fait de construire ces émissions à thème. Ça vous a inspiré aussi pour votre parcours musical, pour votre vie d'artiste ? Je ne peux pas dire ça directement, mais comme j'ai connu des musiques très différentes et des interprètes très différents, c'est toujours une source de culture et forcément quelque part aussi d'inspiration. Merci. Alors moi, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que, enfin pas tout le contraire, mais depuis que je fais de la radio, je dois dire, et notamment la première émission que j'ai faite pendant 10 ans, qui s'appelait Notes du traducteur, où j'étais face au public, devant un piano, à rentrer, disons, non pas dans l'analyse technique d'une œuvre, parce que ça, les auditeurs de France Musique, ils sont justement ni à Sciences Po, ni à la Sorbonne, ils veulent écouter de la musique et ils veulent qu'on partage quelque chose. Donc j'essayais de rentrer dans l'imaginaire du compositeur et simplement d'expliquer comment on interprète une œuvre à partir du texte, à partir de la partition, des signes disposés par le compositeur. Donc c'était un exercice assez compliqué qui demandait un travail énorme de préparation parce qu'il fallait jouer, évidemment, mais je faisais entendre aussi beaucoup d'exemples musicaux. Et ça m'a appris énormément de choses. Alors parce que je ne suis pas prof, moi, je n'ai jamais enseigné, enfin, sauf... oui, mais je n'enseigne pas dans une institution. Je n'ai jamais enseigné dans une école. Je ne me suis jamais présenté au Conservatoire de Paris pour enseigner. On peut être grand pédagogue sans être dans une école. Ça a été ma manière à moi de faire de la pédagogie, la radio, de cette manière-là. Et j'ai appris beaucoup parce que j'ai dû me documenter, lire, écouter énormément de musique, en découvrir une quantité industrielle. Et donc, ces 10 ans-là, entre 2005 et 2015, ont été vraiment essentiels, je trouve, dans ma vie de musicien, en termes d'apprentissage, d'acquisition de connaissances, d'ouverture d'esprit sur plein d'œuvres que j'aurais peut-être pas eu la curiosité d'écouter. Enfin voilà. Donc ça, vraiment, la radio a été un plus pour moi au niveau, alors je n'aime pas dire professionnel parce que ça fait vraiment, mais au niveau, oui, artistique. Et aussi de transmission, finalement. Ah oui, parce que c'était ma manière à moi j'allais dire de me donner un cours à moi-même, non, mais d'expliquer. Oui, alors dans ce sens-là, c'était très pédagogique aussi pour moi-même parce que je devais être clair. Je devais expliquer aux auditeurs sans jargonner, sans passer par le langage technique lié à la musique. Vous voyez, dièse, bémol, une tierce, une quarte. Qu'est-ce que vous voulez que ça dise à l'auditeur de France Musique voilà, qui se contente d'aimer la musique, et c'est très bien comme ça. Il y en a qui savent, mais il faut penser à tous ceux qui ne savent pas. Donc, si je disais le mot carte, il fallait tout de suite que sur le piano, je joue une carte. Donc, sol, do, sol, la, si, do, 1, 2, 3, 4, sol, do, voilà, des choses comme ça. Il fallait tout de suite concrétiser pour que l'auditeur... Et c'est ça qui a fait le succès de l'émission, en fait. C'est que, et comme je devais être très, très clair et très pas simple, mais très... Comment dire, aller à l'essentiel en un minimum de mots. Du coup, ça m'a obligé à moi à faire beaucoup d'efforts sur moi-même, parce que moi, comme vous l'entendez, je parle beaucoup, et donc il fallait laisser la place à la musique. France Musique, c'est pas France Parlotte. Il fallait parler, mais il fallait qu'il y ait beaucoup de musique. Oui, merci. Vous voulez ajouter quelque chose sur le sujet ? Ça me permet de passer maintenant à la question des politiques publiques, puisqu'on est quand même à Sciences Po. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont là qui vont demain gérer des institutions, des salles de concert, des musées, notamment dans le domaine culturel. Et alors, il y a plusieurs points d'entrée sur ce sujet, mais peut-être qu'un point d'entrée tentant pour moi qui suis économiste, c'est de constater que les finances publiques qui sont dans un état un petit peu difficile aujourd'hui, et qu'on le dit depuis plusieurs années, mais on sent que le coup près se rapproche. Voilà, donc on est en plein dans un thème d'actualité qui est la discussion de la loi de finances pour l'année prochaine, mais c'est simplement pour dire que les moyens dont bénéficie la culture en France
Et puis, vous avez une perspective aussi peut-être de comparaison par rapport à d'autres environnements. Est-ce que vous pensez qu'ils ont été jusqu'à maintenant favorables? Quelles en ont été les limites? Est-ce qu'il y a si un jour il faut faire des économies, elles vont venir et elles ne seront pas forcément faites de la bonne manière? Qu'est-ce qu'il faut préserver? Qu'est-ce qu'il faut encourager? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut tester? Est-ce qu'on doit s'améliorer pour mobiliser des moyens privés? C'est très multidimensionnel comme question, mais assez essentiel, puisque si on veut préserver l'écosystème et lui permettre de... Je trouve que jusqu'ici, on a été plutôt bien traités par l'État. Je veux dire par là qu'il y a ce système d'indemnisation des intermittents, par exemple. On a cette chance-là, on est quasiment les seuls au monde. Quasiment, parce qu'il y a quelques autres trucs à droite à gauche, mais pas aussi bien fait qu'ici. Ça, c'est une chose. Après, pour ce qui est des opéras, par exemple, puisque c'est de ça qu'on veut parler, il y a quand même un opéra qui mobilise quasiment tout le budget, c'est l'Opéra de Paris. Il ne reste plus grand-chose pour les autres. Donc, j'ai pu constater quand j'étais aux États-Unis que c'est tout à fait différent. L'État ne fait absolument rien, mais c'est d'un commun accord avec tout le monde. Et c'est les mécènes qui se payent d'une certaine manière leur entertainment. Et ça a aussi ses limites, c'est-à-dire qu'il y a pas mal d'argent. Enfin, il y avait jusqu'ici pas mal d'argent, par exemple, pour le Met. Et encore une fois, là, je parle d'un grand opéra américain. Je ne sais pas comment ça se passe dans les provinces et dans les autres États. Mais il y a aussi le fait que donc, les gens qui payent veulent un certain type de spectacle. Donc, on est obligé de leur donner ce qu'ils veulent, puisqu'ils sont payés pour ça. Donc, ça limite aussi le côté artistique. Et je pense qu'un mix d'argent public et d'argent privé pourrait être une solution. Mais comment faire pour organiser tout ça dans un pays comme la France qui n'est pas du tout, n'a pas cette culture, pas du tout habitué à ce qu'on aille chercher de l'argent privé pour faire des projets culturels. Donc je ne sais pas, j'ai pas de solution. Philippe? C'est toujours délicat pour un musicien lambda de parler de choses qui le dépassent. Enfin, je rejoins Nathalie sur vraiment le côté unique du statut d'intermittent de spectacle. C'est vraiment unique au monde. Il y a d'autres choses qui sont faites dans certains pays européens, mais pas du tout aussi développées, aussi raffinées, et aussi, je dirais, qui vient vraiment en aide à des artistes de toute catégorie. Alors le système, il faut quand même le dire, puisque je suis à Sciences Po, je vais le dire, a été complètement dévoyé par des grandes entreprises comme TF1, comme France 2, service public, en donnant le statut d'intermittent du spectacle à des personnes qui ne sont absolument pas liées au spectacle. Et donc c'est aussi pourquoi il y a quelques années, j'ai entendu, je vais le citer, de toute façon moi j'en ai rien à faire, Monsieur Vauquier appeler à la disparition, à la suppression de l'intermittence du spectacle, sauf qu'il n'était pas du tout informé de la manière dont ce système généreux, mais juste, qui est bien calibré en vérité, a été pénétré de l'intérieur et en partie dévoyé, c'est un peu moins maintenant, mais par des grandes entreprises qui n'avaient rien à y faire. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que on vit depuis la nuit des temps chez nous. Je ne veux pas revenir à Louis XIV, mais c'est quand même l'État qui distribue les dividendes, l'argent à la culture. Il faut quand même bien le dire. Et donc, dès que l'État se retire, ne serait-ce qu'un tout petit peu, c'est l'état de catastrophe qui est annoncé. Je ne suis pas en train de dire que c'est bien ou c'est mal, je constate. Je n'ai pas de jugement là-dessus. Mais c'est vrai, et Nathalie a raison, par exemple, on a eu un Premier ministre en France qui s'appelait Jean-Pierre Raffarin, qui a essayé, et d'une manière, c'est passé par la loi, par l'Assemblée nationale, de favoriser le mécénat privé. Fiscalement parlant, c'était très intéressant. Vous croyez que les mécènes se sont précipités là-dessus? Absolument pas. Ça n'a rien changé
Alors qu'aux États-Unis, c'est fiscalement parlant. Si vous donnez 3 millions aux métropolitaines, non seulement vous vous y retrouvez dans les spectacles que vous voyez, mais vous vous y retrouvez aussi au moment de payer vos impôts. Donc c'est très intéressant. Et Raffarin s'est pratiquement rapproché au niveau fiscal de ce qui était proposé aux États-Unis. Moyennant quoi, on les attend toujours, les mécènes, etc. Alors quand il s'agit de donner 250 millions à Notre-Dame, Monsieur Arnaud, il fait le beau, il est bien content, ou Pinault, enfin il se tire la bourre l'un l'autre, pardon d'être aussi trivial, mais quand il s'agit d'aider, pourquoi pas, des orchestres, des compagnies de théâtre, des compagnies circassiennes, des compagnies de marionnettes, comme on en connaît, eh ben là, non, parce que c'est pas assez, voilà, c'est pas assez exposé. C'est du patrimoine. Voilà. Donc c'est très problématique chez nous. C'est très problématique. Moi, je veux vous le dire, je voudrais faire une petite saison de concert dans un très joli théâtre à Paris. J'ai l'accord du théâtre, ils nous le prêteraient gratuitement, etc. Un très joli théâtre. Et bien sûr, ils n'ont pas d'argent pour payer cette saison. Donc à moi de trouver des sponsors. Donc ça fait 1 mois que je passe des coups de fil, que je monte des dossiers. Je n'ai aucune réponse. Donc voilà. Et on nous dit, alors ce qui est en plus très contradictoire, c'est que ces mécènes ou ces supposés mécènes nous disent « Ah ben non, mais la culture en ce moment, vous savez, l'État se retire, etc. » Comme s'il y avait un lien entre leur propre richesse et ce qu'ils pourraient en faire et le fait qu'effectivement l'État se serre la ceinture et va couper des subventions parfois gigantesques. Et c'est bien que Nathalie ait dit que l'Opéra de Paris était largement subventionné, mais on va lui retirer quoi, 2, 3 millions ou 4 millions. C'est une goutte d'eau dans son énorme budget. Donc, de fait, une piste pour nos étudiants en termes de réflexion. Le développement du mécénat, est-ce que c'est une question de culture? Est-ce que c'est une question de politique, d'incitation fiscale? Je pense que c'est un réel sujet parce que les décisions vont venir. Et selon vous, pour terminer sur ce sujet, il peut y avoir des décisions sur le financement de certaines grandes maisons ou des institutions, effectivement, l'Opéra de Paris, si l'État... Bon, sur l'enseignement de la musique et de la danse, et sur le fonctionnement des ensembles plus petits et ou des festivals. Qu'est-ce qui serait le plus douloureux selon vous, ou le plus irréversible, si l'État devait trancher? Voilà, maintenant je dois réduire le budget de la culture. Terrible les questions. Vous n'êtes pas obligé de répondre, mais je pense que c'est cornélien, parce que si on coupe dans l'enseignement, finalement, sur l'avenir, ça risque de créer une rupture. Oui, mais là aussi, c'est l'antienne habituelle depuis que je suis tout petit. J'entends dire qu'en France, on n'étudie pas la musique, on ne chante pas comme en Angleterre, on n'apprend pas assez d'instruments. Mais il n'y a jamais eu autant de quatuors à cordes qui font le tour du monde. Les orchestres sont parvenus à un niveau de professionnalisme il y a 30 ans, disons 40 ans, on n'aurait jamais pu dire. L'Orchestre de l'Opéra de Paris, c'est un des meilleurs orchestres du monde. Ce n'est pas seulement un des meilleurs orchestres d'opéra, c'est un des meilleurs orchestres du monde. Donc, et y a pas il est très jeune. La moyenne d'âge à l'Opéra de Paris, c'est très jeune dans la fosse. Donc, ça veut dire qu'il y a un enseignement. Il y a un réseau de conservatoires presque unique en Europe. Tu citais l'Allemagne, l'Angleterre, mais c'est les 2 seuls pays auxquels on peut comparer la France. La France n'a jamais produit autant de pianistes. J'ai listé, je l'ai dans mon portable ici, 130 pianistes entre 18 et 90 ans qui vivent de leur piano. 130, pas 20, 130. Je les ai là, je peux vous tous les lire. Alors il y en a qui sont plus ou moins connus, qui font plus ou moins de disques, qui font plus ou moins de concerts, mais ils sont professionnels. Alors certains enseignent. Moi j'ai eu cette chance, parce que je ne voulais pas enseigner, j'ai eu cette chance de faire de la radio à la place. Mais beaucoup de mes collègues qui n'ont peut-être pas assez de concerts pour vivre substantiellement et faire vivre leur famille, enseignent, ce qui leur fait un complément de salaire. Mais ils ne le font pas à contre-cœur, ils enseignent, voilà, et ils forment eux-mêmes les musiciens de demain. C'est pour ça que peut-être on me prend pour un optimiste, mais je le vois bien, enfin ça marche. Le niveau de professionnalisme des musiciens français, des chanteurs et des chanteuses, combien de grands chanteurs et de grandes chanteuses, et je dois dire, Nathalie a été aussi, il faut noter son rôle, elle a été une déclencheuse de musique, enfin je ne sais pas, de vocation. Vous l'avez senti
Vous le sentez? Parce que Oui, beaucoup de jeunes viennent me dire qu'ils font ce métier parce qu'ils en ont eu envie quand ils m'ont vu sur scène ou quand ils ont vu des vidéos, etc., etc. Moi, ça m'étonne toujours d'ailleurs, mais bon, tant mieux. Mais moi, je m'inquiète pour eux parce qu'effectivement, il y a de plus en plus de jeunes gens qui sont très bien formés, qui ont des très belles voix, qui sont très bien préparés, et il y a de moins en moins de travail. Donc voilà, moi je suis pas, je vais jouer la pessimiste. On fait good cop, bad cop. les étudiants sauront faire leur synthèse, ne vous inquiétez pas. On va peut-être, je passerai la parole maintenant d'ici quelques minutes à la salle. Un dernier point peut-être sur les esthétiques et sur la créativité. Est-ce que vous êtes optimiste? Où en est-on? Est-ce que voilà. Alors oui et non, c'est-à-dire qu'il y a je vais beaucoup au théâtre, un peu moins à l'opéra maintenant, mais il y a beaucoup de choses qui se passent au théâtre. Il y a du bon et de moins bon, mais en tout cas c'est vivant. Il y a des choses qui m'inquiètent un peu. Là, je vais parler du théâtre essentiellement, mais parce que ça pourrait se retrouver aussi à l'opéra. Je ne sais pas trop bien comment, mais il y a toute cette espèce de mouvement maintenant où il faut absolument mélanger les professionnels et les amateurs. Alors ça, moi, je suis absolument radicalement opposée. Et pourquoi? Parce qu'on ne mélange pas les torchons et les serviettes. Pour moi, on fait ce métier, nous, comme un sacerdoce quasiment. C'est extrêmement difficile d'arriver à acquérir une technique, un savoir-faire, une artistry, comme on dit en français. Et donc, vouloir niveler par le bas, moi, c'est quelque chose qui m'attriste énormément. Vous pensez que ça vient d'où, cette tendance? Je pense que c'est de la démagogie, en fait. Voilà, il faut que... Ça entretient une certaine illusion. Ça entretient tout à fait une illusion. Après, comment faire pour arriver à l'excellence pour tous? Moi, c'est ça mon credo. C'est ça que j'ai envie de défendre. Je ne sais pas bien. Mais en tout cas, certainement pas en faisant croire à n'importe qui qu'il peut faire n'importe quoi, n'importe comment. Ça, c'est un message, c'est très important comme message. Enfin, c'est un des messages qu'on... Mais la télévision s'est engouffrée dans cette brèche-là. Tous les trucs radio-crochet, machin... Enfin... Oui, la télévision, oui et non, parce qu'aujourd'hui, on a des émissions comme La Nouvelle Star, The Voice et tout ça. Mais là, ce sont des jeunes gens qui ont une voix, enfin, qui veulent faire ce métier parce qu'ils ont quelque chose dont ils croient qu'ils vont pouvoir en faire un métier. Donc, moi, je trouve ça très bien. Là où on a commencé à dévoyer le truc, mais c'est avec la télé-réalité pure, c'est-à-dire faire croire à des gens qui n'avaient aucun talent qu'ils pouvaient devenir quand même des célébrités, mais des célébrités de rien, en fait. Et c'est là que, on vit dans cette époque-là, et que les réseaux sociaux amplifient ce phénomène. Et en même temps, ça révèle aussi des gens qui ont ce qu'on appelle les youtubeurs. Bon, moi, je ne suis pas du tout là-dedans, je ne regarde pas ni rien, mais j'entends et je m'informe. Et il y a des gens qui se révèlent et qui inventent d'ailleurs des nouveaux métiers. Pourquoi pas aussi? Je veux dire, on ne peut pas tout jeter non plus. Mais nous, notre métier très artisanal, avant même d'être artistique, c'est un travail de forçat et de chaque instant, quoi. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut dire qui est très lié à la qualité de l'enseignement dont on parlait tout à l'heure. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais voilà. À ce que je pense
Sur les esthétiques musicales. La pratique amateur, juste, moi je suis complètement pour. Je rejoins totalement Nathalie sur ce qu'elle a dit, donc mais j'ajoute que je suis pour la pratique amateur. Oui, et C'est là très qu'il très faut bien. être très- Les chœurs amateurs, les fanfares amateurs, les pianistes amateurs. Mais je vais donner un exemple précis par rapport à ce que vient de dire Nathalie et qui est si juste, ce travail de forçat dont elle a parlé. J'ai participé pendant plusieurs années à une académie d'été en Angleterre, à Manchester, qui est formidable, qui est ouverte à la fois aux amateurs et aux professionnels. Alors, les amateurs s'inscrivent dès le mois de janvier pour le mois d'août, et les professionnels, c'est-à-dire les étudiants qui préparent des concours internationaux, qui suivent des cursus dans des grandes écoles européennes, s'inscrivent un peu au dernier moment, ce qui fait qu'ils n'ont déjà quasiment plus de place. Bon. Donc je me suis retrouvé une année, et c'est la raison pour laquelle j'ai arrêté d'enseigner dans cette académie où j'étais allé pendant 10 ans. Je me suis retrouvé à enseigner à 6 pianistes amateurs de tous âges. Je me souviens qu'il y avait une vieille lady anglaise de 85 ans qui était extrêmement touchante parce qu'elle était tellement heureuse de jouer son piano, etc. Et puis j'avais 2 ou 3 jeunes professionnels, des jeunes de 20, 25 ans, etc. Le problème avec les amateurs, et encore une fois, je les aime, les amateurs. Enfin, j'aime leur plaisir, j'aime le temps qu'ils arrivent à trouver pour jouer tous les jours un peu de leur instrument. Enfin, je n'ai aucune condescendance pour eux, aucune. Mais il faut dire les choses au niveau professionnel. Un professionnel, quand vous lui changez un doigté, un coup de pédale, un mouvement, que vous lui dites, c'est fait immédiatement. Immédiatement. C'est-à-dire que c'est le métier. Voilà. Une vieille dame anglaise de 85 ans ou un monsieur de 50 ans, ou peu importe. Quand vous touchez un grain de sable, c'est le château de cartes qui s'effondre. Parce que tout est figé, tout a été appris pendant des mois et des mois d'une certaine manière et pas d'une autre. Et que, évidemment, vous voyez arriver la personne, elle est heureuse, vous êtes heureux avec lui ou avec elle, vous partagez ce moment, et puis vous dites, bon ben voilà, là il faudrait peut-être changer le doigt pour que ça sonne différemment. Et alors là, c'est l'enfer pour eux. Donc voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas confondre, il faut leur donner toute leur place, être heureux de les entendre, mais à un moment donné, on ne peut pas jouer dans le même orchestre, c'est pas possible. Et c'est important de souligner justement... Et il y a une démagogie à l'Opéra de Bordeaux. La première chose qu'a faite le nouveau directeur, M. Ondré, précédemment directeur adjoint de la Philharmonie de Paris, la première chose qu'il a faite, c'est qu'il a imposé aux musiciens de l'orchestre de partager leur pupitre avec des amateurs qui ne pouvaient absolument pas suivre. Ils arrivent à se produire ? À sa décharge, c'était aussi dans le cahier des charges, imposé par la mairie. Pas oublier ça. On en revient aux politiques publiques Voilà. d'une autre manière. Voilà, non, mais voilà. ça en fait complètement partie. C'est pour dire qu'il n'avait pas trop le choix non plus. Mais ça a pu donner lieu à quelque chose de soutenable, c'est-à-dire une saison, une programmation, un public satisfait ? Non, ce sont des expérimentations qui permettent de remplir le cahier des charges. Et je voudrais revenir à une chose que vous avez dite tout à l'heure, ou que Nathalie a dite, en disant les mécènes y payent pour avoir quelque chose en retour. Mais moi, je crois que les politiques publiques, c'est exactement la même chose. C'est une mairie écologiste à Bordeaux. Ils ont dit à M. Ondré, nous, on veut ça, on veut que la musique classique se répande dans toutes les couches de la société. Et ils ont parfaitement raison. Moi, je leur donne entièrement raison. Mais comme dit Nathalie, c'est l'excellence qui doit y avoir au bout. Ce n'est pas des espèces d'expérimentations hasardeuses, complètement démagogiques, qui ne sont pas préparées en amont. Et ça, c'est la vraie ambition. Ben voilà. Nous, on est pour, mais encore faut-il qu'il y ait vraiment les moyens, le temps. Enfin, c'est tellement compliqué, tellement difficile. Plutôt que de donner des rêves et des illusions qui vont s'effondrer et qui seront mal vécus, en plus, qui vont être douloureusement vécus par ces jeunes. Et satisfaisant pour personne, finalement. On va laisser la parole à la salle, puisqu'on est... Désolée, Delphine, j'ai un petit peu débordé. Ça va ? Oui, bien sûr. Ah oui. Passer pour voilà.
on n'est pas, encore une fois, on n'est pas représenté. Bonjour. 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 Merci beaucoup d'être là et pour la discussion. Et je m'appelle Jeanne Perrin, donc je suis à l'école de la recherche en théorie politique en ce moment. Et j'aurais une question sur la dimension pédagogique que vous avez un peu évoquée au début de la conférence et qui se traduit aussi par le choix d'un répertoire. Vous avez parlé du rôle du démagogie, enfin de ce choix de répertoire dans le cadre du pianisme, non, d'un pianiste professionnel, mais aussi dans le cadre du chant. Enfin, on sait aujourd'hui que l'opéra peut paraître un peu inaccessible à une grande frange de la population. Donc, est-ce que vous avez le sentiment parfois que cela entre en compte dans le choix que vous avez de vos rôles ou de la manière de les présenter? Pour répondre, moi, je n'avais pas le choix dans mes rôles, parce que les rôles sont déterminés par la voix qu'on a. Donc, on me proposait tel rôle dans tel opéra, je pouvais dire que oui ou non. Mais voilà, et moi, j'ai été spécialiste de l'opéra du 19e siècle, l'opéra bien patriarcal, hein, comme on dit. Et voilà, ça n'empêche pas qu'il y a des merveilles, hein, musicalement et tout, dans ce répertoire-là. Mais après, il y a eu quelques Mozart, heureusement, et puis de la musique du début du XXe siècle aussi, avec Richard Strauss, par exemple, Debussy, oui, Péléas, notamment. Mais voilà, j'avais pas, je pouvais pas dire oh ben moi j'aimerais bien. Enfin, j'aurais pu peut-être dire j'aimerais bien qu'on crée un opéra pour moi, mais moi mon problème c'était que je suis pas super forte en solfège, et donc la musique contemporaine j'aime bien l'écouter parfois, mais alors l'apprendre, là mon mari est en train d'apprendre un opéra de Courtag qui s'appelle le truc de Beckett là, fin de partie. Et là, mais moi, je ne sais pas comment il fait. Hein. Au final, ça va être super, parce que Courtag, c'est un vrai compositeur. Donc, c'est quelqu'un qui pense vraiment très bien, qui n'écrit pas n'importe quoi. Il y en a qui écrivent n'importe quoi. Lui, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Donc, au final, je pense que ça sera hyper intéressant. Mais à apprendre, mais c'est un truc, mais c'est monstrueux. Donc oui, pour ce qui me concerne, aujourd'hui, moi je trouve qu'il n'y a pas assez de création contemporaine. Pour moi, c'est ça qui manque. Et bizarrement, il y en a plus aux États-Unis, par exemple. Mais alors souvent, ce qui se passe, c'est que c'est plein pour les premières représentations. Et quand l'année suivante, ils le redonnent, les gens ne viennent pas. Parce que genre, ils l'ont déjà vu. Les gens, ce qu'ils veulent voir à l'opéra, c'est ce qu'ils connaissent déjà. Style, on veut voir Carmen, on veut voir Traviata, on veut voir la Bohème, parce qu'il y a des tubes, parce qu'on connaît, parce que les distributions, etc. Non, mais on pourrait imaginer des super distributions dans l'opéra contemporain aussi. Hein. Mais les gens, quand ils viennent souvent à la musique classique, ils veulent quelque chose qu'ils connaissent déjà. Et ça, c'est compliqué. Je voudrais revenir sur une toute petite partie de votre phrase, quand vous avez dit, pour une grande partie des gens, l'opéra, c'est une chose inaccessible. Alors, je vais vous rassurer, ce n'est pas du tout inaccessible. Ici, à l'Opéra Bastille, vous avez effectivement 500 places qui sont vendues à entre 150 et 200 € tous les soirs, parce qu'il faut bien faire tourner la boutique. Mais vous en avez 1800, dont un bon millier tout à fait abordable. Pourquoi parle-t-on toujours des prix, des tarifs des opéras, alors que pour aller assister dans une tribune à peu près bien placée à un match de foot, c'est 2 fois plus cher? Il faut qu'on m'explique. Là, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Ce qui est mis en jeu devant vous dans un opéra, enfin vous, c'est pas vous, hein, bien sûr, ce qui est mis en jeu devant le public à l'opéra, c'est une énorme machinerie. C'est les chanteurs, c'est les décors, c'est les costumes, c'est les éclairages, c'est la mise en scène, c'est l'orchestre, 100 musiciens en fosse, c'est le chef d'orchestre, etc., etc. Et puis toutes les petites mains qui travaillent, c'est d'une telle complexité. Donc moi, je ne suis pas choqué qu'un certain nombre de places dans les grandes maisons d'opéra
soit cher. Par contre, quand il m'arrive de vouloir aller à l'opéra, moi je paye mes places, comme tout le monde, je vais sur Internet et je peux trouver des places à l'Opéra Bastille. En plus, c'est frontal, donc on voit d'absolument partout, pour 50, 60 euros. Franchement, je ne vois pas ce qui est ruineux. Et il y a des tas de concerts de musique classique où vous pouvez aller pour 20 euros, 25 euros. C'est-à-dire un petit peu plus qu'une place de cinéma, maintenant. Donc voilà, c'est pour moi aussi un grand sujet de toujours combattre ce cliché que la musique classique, et notamment l'opéra, c'est très très cher. Je ne sais pas si vous voulez parler d'inaccessibilité financière ou d'inaccessibilité intellectuelle. Deuxième. Oui, c'est ça, parce que, voilà, alors, c'est bien d'en parler, mais du coup, moi, j'avais plutôt compris que c'était quelque chose qui dépassait un peu les gens. En fait, ça, c'est pas vrai, parce que, bon, alors, les histoires sont assez simples, en général, et maintenant, il y a des surtitres, en plus. Donc, le côté « j'y connais rien, je vais m'ennuyer parce que je vais rien comprendre », ça n'est plus valable. Excusez-moi, on a encore une question et on vous laisse la parole. Bonsoir, merci beaucoup d'être venu à notre rencontre. Je m'appelle Violette, je suis étudiante en politique publique en culture. Et je voulais vous interroger sur votre relation et la façon dont vous travaillez et interprétez ensemble. Je me demandais si vous jouiez ou chantiez de la même manière selon la personne par qui vous êtes accompagné. Et également, dans la mesure où vous avez construit une collaboration artistique qui dure depuis plusieurs années, si à force de travailler avec la même personne, il y a une sorte de style commun qui naît, et si oui, comment vous caractériseriez le vôtre? Merci beaucoup. C'est une super question, je trouve. Moi, on ne me l'a jamais posée. Et c'est compliqué de répondre à ça. Ce qui se passe, c'est qu'au bout de tant d'années, il y a une complicité. On sait... enfin, c'est pas qu'on sait ce que l'autre va faire, parce que moi, je sais jamais ce qu'il va faire. Mais lui, je pense qu'il sait ce que je vais faire, vocalement. Enfin, il me connaît très bien, il sait où sont mes points faibles, où sont mes points forts. Et je pense que c'est... Il y a quelque chose qui se construit dans cette relation musicale qui fait que déjà on cherche la même chose, c'est-à-dire on cherche à servir un texte. Lui, il sert deux choses en même temps, c'est-à-dire que non seulement il sert la partition de piano, mais aussi ce que je suis en train de raconter. Donc on est très attentif à ce qui se raconte, à la poésie qu'on est en train de dire, et comment se l'approprier à deux, en fait. Mais pour vous répondre, si nous, on a un style de ces cassards, je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, on a ce plaisir de partager la musique déjà pour nous deux et de la faire partager ensuite au public, et notamment en choisissant des répertoires qui ne sont pas forcément faciles. Je veux dire, quand on a fait les Debussy, il y avait des Debussy de jeunesse que personne ne connaissait, qui n'avaient jamais été enregistrés. Quand on a fait les Schubert, c'est pas forcément les plus grands Schubert et les plus connus qu'on a choisis. Là, pour le prochain concert, c'est moi qui ai plus choisi parce que c'est mon concert d'adieu. Donc, j'ai fait le programme, et du coup, je suis assez contente parce que j'ai fait découvrir de la musique à Philippe, qu'il n'aurait pas joué autrement, je pense, quand je lui ai proposé de jouer le Barber, Knoxville, Summer 1915. C'est une pièce qui normalement se fait donc à la voix et à l'orchestre, mais qui a été transcrite pour le piano par Barber lui-même. Et je trouve que c'est un joli challenge pour Philippe d'arriver à jouer cette pièce d'une manière orchestrale, alors qu'elle va être jouée par lui au piano. Alors, question fantastique, mais aussi très difficile de trouver une réponse, parce que
je pense on n'est pas du tout les mieux placés pour oser dire de nous que nous aurions un style. Enfin, ce serait d'une prétention. Non, par contre, effectivement, nous cherchons dans la même voie. Et voilà, Nathalie chante beaucoup mieux avec moi qu'avec quiconque. Ça, c'est une chose. Non, mais on a donné quand même 130 concerts, pratiquement 130 concerts depuis 12 ans. Donc, on a eu le temps de se connaître. Alors, deux choses au crédit de Nathalie. C'est une bûcheuse, une travailleuse, une bosseuse incroyable. Moi, en fait je suis une vraie amatrice, dans le sens où je ne suis pas du tout rapide. Oui, enfin, ça, c'est ce que tu dis. Non, c'est pas vrai, je pourrais donner plein de contre-exemples. Mais donc, c'est un challenge. Enfin, la condition que Nathalie m'a posée pour faire de la mélodie et du récital et éventuellement des disques, c'était d'être disponible, de trouver des heures et des heures et des heures et des heures et des jours et des jours et des jours de répétition. Donc ça, je n'ai pas pensé que c'était un sacrifice. J'ai dit, oui, c'est une aventure à mener. Voilà. Non, je regrette que ça s'arrête l'année prochaine, puisque tout au long de 2025, on va donner nos derniers concerts qui sont annoncés comme tels. Mais voilà. Alors maintenant, si, je dirais que s'il y a, non pas un style, encore une fois, on ne peut pas le dire nous-mêmes, mais des recherches communes, et surtout une manière de donner les concerts. C'est pour ça, parce que quand même, tout ce travail de répétition doit à un moment donné trouver son expression en public, sa traduction plus exactement en public. Et Nathalie a quelque chose de tout à fait unique, ou en tout cas très rare et très mystérieux, en dehors de sa présence, de son charisme, de son énergie, c'est qu'elle prend tous les risques. Chaque concert est différent. Et on cherche toujours, elle cherche toujours, même si on cherche pendant nos répétitions, qu'on codifie certaines choses, qu'on dit là il faut faire ci. Au concert, elle ne va pas trahir l'esprit de la répétition, jamais d'ailleurs, jamais. C'est d'une honnêteté, d'une intégrité musicale incroyable. Mais on va profiter de l'adrénaline du concert, du trac, éventuellement, pour trouver d'autres choses, pour proposer d'autres choses. Et c'est au pianiste, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, d'apporter la réactivité, mais au centième de seconde, de trouver le son ou de précéder ou d'accompagner une respiration qu'on n'aura pas définie en répétition. Et ça, c'est pour moi extrêmement excitant, parce que ça vous construit aussi comme musicien. J'ai appris énormément sur scène avec Nathalie, évidemment dans le travail de répétition, mais sur scène. Les enjeux sur scène. Et plus l'enjeu est haut, et plus Nathalie déploie une espèce de, je ne sais pas comment dire, enfin, d'un voilà. Mais voilà. Et ça, pour moi, c'est non seulement excitant, mais c'est grisant. Parce que ça donne envie de continuer à travailler. Voilà. Bonsoir, moi j'ai une question pour chacun. La première, c'est sur l'opéra. Qu'est-ce que vous pensez de la transposition des opéras du répertoire classique à une époque différente, à une époque moderne, avec ce que ça comporte de changements peut-être d'approche de l'interprétation, d'accessoires sur scène, de costumes, etc., dont la motivation est, je pense, si j'ai bien compris, de peut-être essayer de rendre les œuvres classiques un peu plus accessibles à un public contemporain. Et la question sur... alors, le concert, moi qui ne suis malheureusement que public, je me suis demandé, je continue à me demander pendant très longtemps, un pianiste qui interprète une œuvre devant un public, au moment où il interprète, quel est son degré de conscience du public? Est-ce qu'il l'oublie complètement parce qu'il est happé, il est dans l'univers de la musique et tout le reste disparaît? Ou est-ce qu'il y a malgré tout une connexion obscure ou non avec le public et une conscience qui sous-tend quand même
tout le parcours de la pièce. Alors, pour répondre à votre question sur les transpositions, il y a des transpositions qui marchent très bien, qui sont brillantes, qui sont intelligentes, qui sont pertinentes. Et puis il y en a d'autres, c'est n'importe quoi. Mais en fait, c'est pas la question n'est pas transposition ou pas. La question, c'est bonne mise en scène ou pas, bonne direction d'acteur ou pas, intelligence de la dramaturgie ou pas, respect de comment raconter l'histoire ou pas. Oui. Oui, c'est-à-dire que moi je me dis toujours, si j'étais metteur en scène, je me dirais toujours, il faut pas que je refasse du Zeffirelli ad vitam aeternam, hein, et en même temps, il faut que je me pose la question de quelqu'un qui viendrait voir cet opéra pour la première fois. Mais les deux doivent être dans ma proposition, c'est-à-dire pas refaire un truc qui n'a aucun intérêt parce qu'on l'a vu 1000 fois pour ceux qui seraient déjà venus, mais en même temps que celui qui vient pour la première fois puisse se dire « Waouh, c'est génial ce truc !» Voilà. Et qu'il puisse y trouver son compte aussi. En fait, vous avez répondu à la question. Vous avez répondu en formulant vos deux pôles. C'est très mystérieux, vous savez. D'abord, il y a le trac, et il faut que ce trac devienne une adrénaline positive. Et alors, en ce qui me concerne, je ne peux pas parler de mes collègues, parce que ce ne sont pas des choses dont on parle vraiment, c'est très secret, c'est très... voilà, il y a des collègues à moi qui sont dévorés par le trac, d'autres absolument pas, qui rentrent sur scène... Voilà. Moi, je suis plutôt joyeux de jouer. J'aime jouer. J'aime le public, j'aime le sentir là. C'est très difficile. Je ne sais pas si je l'oublie, le public. Mais en tout cas, ce que j'essaie de ne pas oublier, c'est la musique. C'est quand même ça. Moi, je joue... Quand on dit « je joue pour le public », c'est une phrase très ambiguë. Moi, je joue pour la musique. Je sers la musique. Je veux m'effacer derrière le compositeur. Alors, je joue comme je pense, enfin, je veux dire, je l'ai imaginé, l'interprétation. Mais moi, l'important, c'est que l'image du compositeur surgisse dans l'esprit du public. C'est pas moi, c'est pas ma personne. C'est ma manière de m'ensevelir sous je ne sais pas comment dire, mais je suis dans la musique à 1000% quand je joue. Et puis, il y a les événements du concert, c'est-à-dire que évidemment un trou de mémoire, une fausse note vous ramène à une espèce de présent très très désagréable où il faut refaire le travail. Voilà, il faut l'oublier tout de suite. D'abord l'accident, il faut tout de suite l'oublier parce que ça n'est qu'une toute petite chose dont on fait souvent des montagnes. Voilà, donc c'est ça, le concert, c'est l'inconnu. Ce qui est connu, c'est son état de préparation. Plus on est préparé et plus l'adrénaline sera positive. Et en cela, une chose que j'ai oublié de dire pour Nathalie, c'est que Nathalie, dans le travail, elle a besoin de confiance. Nathalie, c'est quelqu'un qui se dévalorise, enfin, je peux le dire, hein, qui se dévalorise facilement. Et c'est tout le travail des personnes avec lesquelles elle joue, pas seulement moi, hein, mais de lui donner confiance, de lui dire mais c'est tellement beau là ce que tu viens de faire, ou cette idée-là est tellement... Voilà. Et ce travail-là... C'est vrai. Mais... Non. Et donc au concert, évidemment, cette confiance va être un puissant soutien pour ensuite s'exprimer, lâcher prise, lâcher les rênes. Voilà. Donc, mais en ce qui me concerne, le pianiste soliste, c'est-à-dire qui joue vraiment tout seul le récital de piano, moi j'aime me fondre dans la musique. Enfin, j'aime vraiment. Mais le public est là, on l'entend, il tousse ou il tousse pas. Ou le silence, quelquefois, le silence, c'est votre récompense, le silence. Parce que si, dans un moment entre deux mouvements d'une sonate, un moment où justement les gens peuvent tousser, bouger, etc., il ne se passe rien, ça veut dire que peut-être vous avez un peu réussi à leur dire quelque chose, à leur faire partager quelque chose. Ouais, moi je trouve que c'est une espèce de transe dans laquelle on rentre, en fait.
mais c'est une transe devant des gens. Et alors, je rajouterais aussi, pour rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure par rapport au présent, en fait, moi, je trouve que c'est une façon d'être encore plus au présent. Alors ça vaut surtout quand on joue au théâtre. Parce que quand on joue au théâtre, en général, on joue avec d'autres... enfin, on n'est pas maître du temps au théâtre. Non, plutôt, c'est l'inverse. On n'est pas maître du temps quand on fait de la musique. La musique vous dit quand vous devez parler et à quel rythme. Au théâtre, le temps, les maîtres du temps, c'est les gens qui sont sur le plateau. Et on ne sait jamais exactement ce qui va se passer. Et du coup, toute la difficulté pour l'acteur, c'est d'être le plus au présent possible, sans penser à rien d'autre que d'être là, ici et maintenant, prêt à toute éventualité. Beaucoup plus encore qu'en musique. C'est affreux. Mais c'est beau. Bien, encore une question, non? On va peut-être oui, il y en avait deux. Une dernière. Oui. Ce sera la dernière, mademoiselle, puisque... Merci beaucoup. Vous avez des impératifs. Oui. Merci beaucoup. Merci déjà à Sciences Po de nous faire cette proposition ce soir. Et merci beaucoup pour cette intervention qui était vraiment très riche et non sans humour. Hein. Et puis assez cash aussi, parfois j'ai vraiment apprécié ce ton. Moi je suis une ancienne de Sciences Po et par rapport à la réaction que je vais avoir, je vais dire ce que je fais également dans la vie parce que ça influence forcément un peu mon regard. Je suis déléguée générale de la Fondation Sisley et j'avais 2 réactions par rapport au sujet du mécénat que je connais assez bien, pour l'un et pour l'autre. Monsieur Cassard, je vous ai trouvé un peu sévère sur les lois Ayagon. Parce qu'il me semble quand même qu'en France, on a un dispositif qui est quand même assez avantageux, avec 60% de réduction d'impôts pour les entreprises sur les dons, 66% pour les particuliers. Et je pense que c'est quand même à souligner, parce que la menace qu'on a aujourd'hui d'un point de vue justement économique, c'est que tout ça soit raboté. Donc, satisfaisons-nous déjà de ce qu'on a aujourd'hui. C'était mon premier point. Et le second point, c'était pour Madame Dessay concernant la philanthropie à l'américaine. Et ce que vous avez dit sur l'influence que les mécènes peuvent avoir sur la création, ça résonne pas mal avec un livre là, que je suis en train de lire qui s'appelle Winners Take All. Comment des grandes fondations, des personnes vraiment fortunées qui font de la philanthropie aux États-Unis peuvent influer sur les programmes qu'ils ou elles supportent. Et je trouve que c'est vraiment un point d'alerte et de vigilance qu'on doit avoir, parce que moi, je ne me reconnais pas du tout dans cette manière de faire là. Pour moi, le mécénat vient soutenir un projet qui est existant et on peut échanger, apporter peut-être des choses au projet, mais pas le réécrire de A à Z. Je trouve ça assez aberrant. Et donc, voilà, c'était juste pour agir sur ce point, parce que je me dis, ce qui se passe aux États-Unis souvent arrive chez nous, donc soyons vigilants par rapport à ça. Et j'aimais beaucoup votre idée des partenariats publics-privés qui peuvent être justement un bon garde-fou pour garder... Voilà. Merci encore, merci pour la diversité et la richesse de vos questions et la générosité de vos réponses. Pour ce moment qu'on a pu partager ensemble. Donc, merci de vous être rendu disponible et d'avoir joué ce jeu. Je pense que ça restera dans les mémoires longtemps. Et puis, on va bien sûr tous venir assister à un des concerts d'adieu. Toujours. Pour votre info, mon concert d'adieu se passera le 31 mars, hein, c'est ça ? 30 mars, bon, déjà ça commence mal. Le 30 mars à l'Opéra Garnier. Alors, je ne sais pas s'il y a encore des places, je ne sais pas quoi, mais bon. Avec un programme franco-américain dont je suis particulièrement heureuse de le faire connaître, hein, parce qu'il y a des choses un peu originales. Des mélodies de Barber en français, des mélodies sur les oiseaux en français, La Dame de Monte-Carlo de Poulenc, des airs d'opéra de Menotti, de Prévin, et puis un air de Sondheim, extrait de Sweeney Todd.
mais qui a l'air de la jeune première, mais bon, on ne se refait pas. Alors que c'est pas ça mon rôle hein, dans Sweeney Todd. Mais voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Oui, j'ai perdu la foi, mais je continue à officier malgré tout. Et j'ajoute un tout petit mot, pardon, je travaille à la Maison des Arts et de la Création, pour vous dire qu'avant le 30 mars, c'est le 30 mars, hein, j'ai noté, Nathalie, vous revenez ici. Donc on a affiché les dates, le 12 novembre avec Blandine Saftier, qui est une metteuse en scène avec qui Nathalie a travaillé, et le 21 novembre pour une leçon conclusive avec Marie Mawad. Donc voilà, n'hésitez pas à venir. Merci. Merci beaucoup.